Du coup, on va parler ensemble de cache HTTP, de ce qu'il y a eu, tout l'historique, un petit peu de avant, ce qu'on utilise très souvent, on utilise moins souvent, pourquoi ça a été fait comme ça, etc. Et on va voir ce qui est sorti très récemment, en fait, dans le monde du cache HTTP avec les leaders. Donc, pendant cette petite vingtaine de minutes, on va discuter ensemble de ça. Et je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sylvain Combrac, je suis le créateur d'un système de cache HTTP écrit en Go. Je suis aussi le mainteneur du cache handler de Kadi, qui est un reverse proxy. Contributeur open source plutôt actif. Et mes handles qui sont là pour GitHub et Twitter. Donc on va revenir quelques années auparavant. Donc, je pense que vous n'étiez pas nés encore, en juin 99. C'est le fameux mois où Matrix, premier du nom, est sorti, mais aussi la RFC 2616, aussi appelée RFC HTTP 1.1. Donc RFC, c'est pour Request for Comment, c'est des gros billets de blog de 50 pages, écrits en anglais, hyper technique et bien chiant à lire. Et du coup, c'était les balbutiements du web, le HTTP 1.0 était sorti depuis quelques temps, les providers type Google, Akamai, etc. voulaient faire des mises à jour, mais des mises à jour propres à chacun. Donc du coup, ils ont créé cette RFC-là pour standardiser un petit peu les choses. Ça a mis en place un certain nombre de grammaires, de règles de grammaire. Par exemple, qu'est-ce qu'un header? Qu'est-ce que le body de la requête, de la réponse? Qu'est-ce qu'une requête, une réponse? Comment envoyer les données? Comment les traiter? Notamment quand vous envoyez par exemple du form data ou un objet JSON. Quelles sont les données qui doivent être interprétées par le serveur, etc. Ça a mis en place le système de ressources identifieurs. Donc dire telle URL correspond à telle ressource, et le principe du RI, c'est-à-dire que une ressource est identifiée, peut être identifiée que d'une seule façon, et il n'y a qu'une seule façon d'identifier cette ressource-là. Alors dit comme ça semble être la même chose, mais c'est deux choses complètement différentes. C'est que avant, ce qui pouvait se passer, c'est que on avait /home, par exemple, qui pouvait renvoyer une page A, et quand on retournait sur /home, ça renvoyait une page B. Ce qui posait problème parce que y avait 50% des utilisateurs qui voyaient la page A et 50% des autres qui voyaient la page B. Et aussi, ça met en place un certain nombre de headers HTTP qu'on connaît très bien, type le content encoding, content type et plein d'autres headers utilisés actuellement. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette RFC 2616, c'est la partie numéro 13, le caching dans HTTP. Et on commence très fort cette partie-là, puisque on nous explique dès le début que le système de cache serait inutile s'il n'améliorait pas significativement les performances. C'est-à-dire que si votre serveur de cache est moins puissant que votre upstream répond plus vite que votre système de cache, ça ne sert à rien d'avoir un système de cache. Après, il faut aussi se rendre compte de si le système de cache consomme plus d'électricité que l'upstream, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un système de cache? Payer 2 fois plus d'électricité pour avoir des performances certes améliorées, est-ce que c'est bien ou pas? La question écologique se pose. Mais on a aussi quelques phrases qui veulent un peu rien dire, puisque c'était la toute première RFC sur le cache. C'est que une réponse qui est stockée, on peut quand même la servir, même si elle n'est plus vraiment fraîche. C'est-à-dire qu'elle peut avoir 3 heures de validité, mais si on veut la servir au client, on peut. Et il y a des règles par la suite qui seront mises. Et ici, il parle du header warning. Je pense que personne l'utilise. En tout cas, je l'utilise pas et je le connaissais pas lire la RFC. Mais il a le mérite d'exister et il existe toujours. Si on veut mettre des warnings dans nos réponses, en disant attention, tu touches à des trucs un peu touchy, on peut. On a un header cache control qui a des directives communes entre les requêtes et les réponses. La directive no cache, qui veut dire que dans le contexte de la requête, on ne va pas servir du contenu caché. On aura forcément l'upstream qui sera contacté. Le no store, lui, ne va pas stocker la réponse dans le système de cache. Donc, c'est-à-dire qu'il peut servir une réponse cachée, mais en tout cas, s'il contacte l'upstream, il ne stocke pas la réponse dans le système de cache. Ensuite, on a le maxage qui nous permet de piloter depuis combien de temps la réponse doit être cachée au maximum.
Ça, c'est bien, par exemple, si vous voulez avoir des données qui ont maximum 5 minutes de cache, et au pire, on va contacter l'upstream. Et la partie noTransform, la directive noTransform, qui, elle, est très importante pour les requêtes et les réponses. Ça veut dire on ne touche pas à la requête ou à la réponse. C'est-à-dire qu'on n'altère pas les headers, on n'altère pas le body, et ça veut dire aussi qu'on n'altère pas le content encoding. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas gzipper notre réponse, et donc diminuer sa taille, etc. De quoi? Lesquels? Bah, le noTransform, en fait, tu le mets si tu veux pas que ta requête ou ta réponse soit altérée. Mais par exemple, des fois, tu veux que ton proxy il fasse un gzip, donc qui diminue, en fait, qu'il encode ta réponse, qui diminue sa taille, et que, admettons, tu vas passer de 1 méga à, je sais pas, genre 600 KO. Et donc, du coup, elle va s'envoyer plus rapidement à ton client, etc. Il va la télécharger. Donc ça, c'est à utiliser seulement si on veut être sûr d'avoir la même réponse que serveur que l'upstream qui a été renvoyé. Et pareil aussi, il y a certains proxys qui font des modifications des requêtes. Par exemple, ils rajoutent des headers, etc. On veut contacter notre upstream comme le client a contacté le serveur de cache. Après, au niveau de la requête, on a des directives qui sont différentes dans le cache control. On a le maxtail qui dit que bon, la donnée, elle peut être fraîche ou expirée depuis X secondes. Par exemple, si on a un maxtail à 10 secondes et que notre clé, elle est stockée et elle est considérée fraîche pendant 10 secondes, ça fait qu'on a jusqu'à 20 secondes pour la récupérer. Ensuite, on a une mine fraîche. Alors, ça, c'est une directive un peu bâtarde parce que on ne sait pas trop quand l'utiliser. Ça veut dire qu'elle doit être stockée depuis au moins X secondes. C'est jamais utilisé en production, mais ils l'ont laissé. Donc, voilà un des genres de reliquats qu'on a aujourd'hui et lesquels on doit se traîner encore dans le code. Et la dernière, c'est seulement si c'est caché. Donc, peu importe qu'elle soit en stale, peu importe qu'elle soit fraîche, si c'est caché, on la sert. Donc ça, c'est bien si vous vous dites, bon, bah, moi, je m'en fiche, j'ai pas besoin d'être vraiment à jour avec mon upstream, je veux juste des réponses qui soient renvoyées, au moins ça soulage l'upstream, et puis voilà. Et dans la réponse, on a plusieurs directives aussi spécifiques. On a public qui dit que la réponse peut être utilisée par n'importe qui, avec ou sans autorisation, donc avec ou sans bearer token, authentification basique, etc. Et donc, il ne requiert aucune logique derrière pour authentifier la personne et savoir que c'est bien sa page à elle. Notamment, c'est le cas si vous allez sur un article de blog, il suffit pas d'être connecté pour voir l'article. Private, lui, c'est totalement le contraire. C'est uniquement les requêtes authentifiées. Donc ça vous permet de dire, bon, ce cache-là est privé, il appartient à tel utilisateur, et je sais que c'est tel utilisateur seulement, parce que il a un bearer token, il a une authentification basique, il a un cookie de session, etc. Et donc, ça authentifie une seule et unique personne. À moins que son token, etc., soit balancé sur le web et utilisé par d'autres. Ensuite, on a le must validate. Donc lui, ce qu'il dit, c'est, bon, tu vas recevoir une requête, si tu as la réponse en cache, tu la sers, et tu me transfères quand même la requête et tu revalides ton cache. Donc ça permet en fait de réduire les temps de latence entre donc notre client et notre serveur, en lui envoyant quand même une donnée cachée, valide qui est en public, etc., ou alors target que c'est lui, et contacter quand même l'upstream et revalider derrière notre cache. Et rescaler la réponse, etc. Proxy revalidate, c'est la même chose pour les proxys. En soi, must revalidate et proxy revalidate font la même chose. Juste le proxy gérera en plus le proxy revalidate si votre serveur de cache est un proxy. Et le sMaxStage, ça vous permet de gérer les caches partagées. Donc c'est la directive qui prime sur MaxStage. Donc ça veut dire que si vous dites dans votre réponse en shared MaxStage, je mets 600 secondes, il va prendre le minimum entre la durée de base de stockage, qui peut être, admettons, de 3 heures, et 600 secondes. Donc ça va être 5 minutes, et c'est la donnée qu'on va utiliser. Et ensuite, on a des caches extensions, puisque
les gens ont bien fait leur boulot lors de cette RFC. Ils ont dit, bon, bah, on a des directives de base, si jamais on veut l'étendre, bah, on peut. Donc du coup, on peut mettre un petit peu n'importe quelle directive qui, elle, va être de la logique du proxy. Ici, on a l'exemple de la RFC en premier, donc Community UCI, qui nous permet par exemple de dire bah, ce retour de réponse-là, ça concerne cette communauté-là, et possiblement la stocker dans un type de cache autre. Et c'est un champ libre. Donc ça veut dire qu'on peut mettre if my case match avec une valeur à matcher. Si ça match, on fait telle ou telle action, mais c'est propre au serveur de cache. Alors, août 2001, c'est le mois où Loana et Christophe ont gagné le Loft Story 1. Mais on a aussi l'arrivée du langage ESI. Alors, est-ce que vous avez déjà fait du HTML? Eh bien, les ESI, c'est la même chose. Sauf que vous avez votre page HTML et un peu à la manière des includes dans Twig, vous allez pouvoir ajouter du contenu dynamique qui va être interprété par votre serveur intermédiaire. Ici, on a notre varnish. On va lui demander « Sers-moi article.html ». Il va dire « Ok, je peux te le servir. J'ai la version en cache avec les tags ESI à requêter. » Et en parallèle, moi, j'envoie, pour récupérer mon header qui, lui, va être dynamique, à l'upstream, une requête pour récupérer le bloc ESI final avec les informations. Je le remplace dans le template HTML et je te sers la page. Et du coup, l'article, lui, ne change pas et cette partie-là va être cachée. Donc, ça vous permet de faire un petit peu à la manière des PWA, c'est-à-dire avoir vos composants standalone, hyper statiques et des toutes petites parties dynamiques. Donc, pour ça, il faut un serveur ESI et Varnish le fait. Donc, on a le tag include. On voit que ça ressemble très bien à du HTML. On a notre source qui va être la première cible qu'on va requêter. Si ça fail, on passe sur le alt. Donc ici, on va requêter le 2.html. Et si ça fail, bah on continue et on remplace juste par une ligne de caractère vide. Et sinon, la page ne se charge pas et on a une erreur 500, etc. On a aussi les tries, donc qui nous permettent de dire, bon, essaye, mais si ça fail, bah, tu passes sur ce truc-là. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est on va essayer de include add1.html, et si ça fail, bah, moi, je t'affiche un href vers akamai.com. Et il faut aussi noter que le ESI comment, c'est un tag HTML. En soi, il doit être retiré à la fin par le serveur ESI. Mais s'il n'est pas retiré, de toute façon, c'est un tag HTML non compris par le navigateur et il n'est pas affiché. Donc là, on va prendre un exemple un peu plus concret avec le système d'image. On peut passer des variables. Et ces variables, on peut les récupérer depuis la requête de base. Ici, dans ma requête de base, je passe un cookie. Donc, c'est la première requête qui fait le article.html. J'ai un cookie avec une valeur type qui a une valeur associée. Et j'ai un cookie logo name. Et donc, dans ces deux cookies-là, j'ai des chaînes de caractères qui valent quelque chose. Une fois que ça va passer dans mon serveur ESI, ça va être interprété, les variables vont être interpolées, et je vais obtenir un résultat suivant. Dans mon source, le type va être remplacé par human, et le alt va être remplacé par myHumanGIF. Et donc ça, c'est assez puissant, parce que du coup, on peut avoir des données dynamiques sur un serveur tiers, avec des données cachées, mixer tout ça, et le tout fonctionne ensemble. Ensuite, en juin 2014, on a la sortie de Hyrule Warrior, et on a aussi la RFC 7234. Alors, on passe pas tous les mêmes vacances apparemment, mais ils aiment bien mai-juin nous sortir des RFC. Et donc, cette RFC a le nom HTTP 1.1 caching. Alors, par la suite, cette RFC-là sera amendée par la 9211, mais c'est juste du rewording et c'est tout. Ils n'ont rien changé. Mais dans cette RFC-là, on a d'autres choses qui sont ajoutées, notamment le header age.
Alors le header hash, ça vous dit, la requête, elle est cachée depuis X secondes. Donc on voit, on a un exemple avec un hash à 10 secondes. Jusque-là, OK, ça fait 10 secondes qu'elle est cachée. Mais on peut aussi avoir un hash négatif qui normalement doit être processé à 0 s'il est négatif. Ah bah super. Donc imaginez au fond de vous un hash négatif. Et en fait, ça arrive quand vous avez une désynchro entre votre client et votre serveur. Votre client, s'il a 10 secondes de retard et qu'il demande la ressource 5 secondes après, eh ben, l'âge sera négatif. On a aussi l'invalidation qui est explicitée dans cette RFC. Donc, de base, on dit, OK, on cache les requêtes get. Mais quand on va requêter, admettons, un endpoint /user en get, on va cacher la réponse. Problème, dans les API CRUD et les API plus spécifiquement REST, on va faire des actions dessus. On va faire du post, du put et du delete. S'il veut bien lancer, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette invalidation-là? C'est quand il y a un put, un delete ou un post sur une des ressources ou un item de la ressource, il faut invalider la ressource. Ça veut dire que demain, vous faites un post sur /users, vous créez un user, il faut invalider l'endpoint get. Et il faut être capable de le détecter. Ça introduit aussi le stale while revalidate. Ça veut dire, tant que tu revalides la requête, sers-moi du stale. Donc ça, vous pouvez dès à présent le mettre dans toutes vos requêtes HTTP. Au moins, vous êtes sûr d'avoir de la donnée si elle est cachée. Et même si votre serveur est down, en fait, vous avez toujours de la donnée qui arrive. Quand je parle de serveur, c'est de l'upstream derrière. Et en juin 2022, alors moi j'étais en Grèce quand ils l'ont sorti et j'avais pas de photos, mais on a eu deux nouvelles RFC, la 9211 et 9213. La 9211, c'est la RFC sur le cache status, et la 9213, c'est celle sur le targeted cache control. C'est la meilleure des RFC, celle-là. Restez jusqu'à la fin pour le watch time, c'est pas mal. La RFC 9211, donc on a un nouveau header cache statut qui arrive, et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors on peut dire si ça a été hit, donc savoir si on a récupéré une donnée en cache par le serveur. Forward, ça veut dire que ça a été envoyé au serveur suivant. Ça peut être un autre serveur de cache ou l'upstream ou whatever. Forward status, c'est le serveur suivant, quel est le code qu'il a renvoyé. Par exemple, ça peut être 304 not modified, si votre donnée n'a pas été modifiée entre-temps. Le TTL, donc le time to live, donc c'est encore combien de temps ma requête est considérée comme fraîche. On peut avoir un TTL négatif quand elle est en stale. On a le stored pour dire si ça vient d'être OK ou non. Vous envoyez votre première requête en get à votre serveur de cache, il va contacter l'upstream, il reçoit une réponse et il la stocke. On a la directive store. On a collapsed. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est vous avez une partie de la réponse, vous contactez l'upstream, vous faites le diff, vous collapsez, et puis voilà. Généralement, c'est pas censé arriver, mais ils l'ont mis au cas où. La key qui nous donne des informations sur comment est générée la clé. Par exemple, si vous avez méthode, domaine, endpoint et des query param, par exemple. Et le detail, généralement, c'est quand ça fail. Au moins, comme ça, on a un peu plus d'infos sur qu'est-ce qui s'est passé. Tout de suite, un peu d'exemple. Donc, le cache status, en première directive, généralement, on a le nom du serveur. Ça peut être Varnish, Caddy, peu importe. Ensuite, on a si c'est hit ou non, ou en URI miss. Le TTL si c'est hit, et la clé, ou même du détail, quand ça hit, on peut en mettre. Ça hit, le client, généralement, il est content, et il ne veut pas trop de détails. Ensuite, on a donc le nom du serveur toujours, forward URI miss, et en statut 304, donc on récupère à nouveau une donnée non modifiée. Et on pourrait rajouter, du coup, vu que c'est un 304, que c'est cacheable, donc qu'on la stocke. Et on la stocke, nous, sur notre serveur. Donc on aurait la directive store. Et en troisième
exemple, on a un URI miss et en détail, on dit on n'a pas réussi à contacter notre serveur de stockage. J'y peux rien. Et enfin, la meilleure de toutes, le Targeted Cache Control. Admettons qu'on ait un pipe comme ceci, donc un CDN, un varnish, un caddy en reverse proxy et un upstream. Et qu'on reçoit une réponse de notre upstream avec ces headers-là. On va avoir un cache control à nos caches. On va avoir CDN cache control pour cibler le CDN. Varnish cache control pour cibler varnish. Et caddy cache control pour cibler caddy. Donc le targeted cache control, c'est étoile-cache control. Et donc vos serveurs de cache, s'ils respectent la RFC, ils doivent être capables de s'identifier en tant que targeted cache control. Et sinon, par défaut, ils fallback sur le header de base cache control. Donc le targeted cache control, c'est vraiment pour avoir de la granularité dans vos mises en cache. Donc ici, notre upstream nous renvoie notre réponse. Caddy va être stocké pendant 3600 secondes. Varnish, lui, va être stocké pendant 360 secondes. Et le CDN pendant 120 secondes. Et donc là, on peut se dire, ok, c'est cool, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre du cache control no cache? Et bien, il y a un dernier système de stockage, c'est votre navigateur. Votre navigateur, lui, c'est pas un CDN, c'est pas Varnish, c'est pas Caddy. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fallback sur nos caches. Et donc, votre navigateur va forcément taper un de vos serveurs, le CDN, le reverse proxy, si le CDN, le CDN, le Varnish, si le CDN n'a pas de données, votre reverse proxy, si Varnish n'a pas de données, etc., jusqu'à l'upstream. Et donc, forcément, vos requêtes de clients partent. Ça implique quoi? Ça implique que vous n'aurez jamais de problème de cache dans votre navigateur. Et donc, ça évite de faire des Shift F5 pour forcer la réactualisation, etc. Merci d'être tous arrivés au milieu de la présentation. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, si vous avez la flemme d'implémenter de ces RFC-là, je parle après d'un autre outil qui va automatiser tout ça. Des questions? Que ça ait rapport ou pas. On entend beaucoup parler de Cloudflare. Ouais. Est-ce que c'est un bon système de cache ou est-ce que vous le recommanderiez? Alors, si tu veux, je peux parler très fort. Alors, Cloudflare, ouais, c'est un bon système de cache, mais par contre, est-ce que tu sais comment marche Cloudflare pour mettre en cache? En fait, si tu mets pas les bons headers, il va pas le mettre en cache. Si tu mets les bons headers, il va le mettre en cache, mais il faut invalider en plus le cache de Cloudflare. Il se fait pas tout seul. Par exemple, et je vais en parler juste après, dans l'autre conférence, c'est que il y a un système d'invalidation par tag qui permet de grouper en fait les réponses et d'invalider tout un groupe de réponses. Admettons, tu peux invalider 10 000 réponses d'un coup avec un seul appel. Et du coup, ça, il faut être capable de le faire aussi. Parce que sinon, Cloudflare va garder des réponses en cache et tu ne seras pas ISO avec ce que toi t'attends, etc. Donc, c'est des choses à avoir en tête. Et pareil, si tu n'as pas envie de le faire à la mano, j'ai un petit outil.